Cher auditoire, bonjour. Bienvenue dans une nouvelle séquence du module contrôle-gestion. Nous avons eu l'occasion de voir dans une séquence précédente la gestion budgétaire de production, en l'occurrence la méthode de résolution graphique. Ce que nous allons nous apprêter à voir aujourd'hui, c'est la méthode empirique. C'est aussi une méthode de gestion prévisionnelle de production, notamment dans le budget de production. Bien. Alors, j'aimerais quand même commencer, avant de nous attaquer à la méthode empirique, les différentes étapes de la méthode empirique, j'aimerais commencer par définir les concepts qui sont inhérents à cette méthode. Alors, nous commençons par l'un des concepts phares de la méthode empirique qui est le facteur rare. Alors, le facteur rare, il s'agit en effet d'un moyen de production en quantité limitée dont disposent l'entreprise en quantité très limitée. Et il s'agit justement, par exemple, d'une matière première, d'une heure machine ou de l'heure de main-d'œuvre directe. Et l'entreprise, elle va falloir gérer ce facteur rare de manière optimale, à bon escient, pour pouvoir justement éviter le concept suivant, et qui est le goulot d'étranglement. Alors le goulot d'étranglement, il s'agit d'un système limitant les performances globales d'un flux de production. Donc on l'appelle aussi ressource goulot, et il est défini par l'étape de production qui a la plus faible cadence dans un flux de production. C'est-à-dire que j'ai une chaîne de production qui travaille par chaîne. Donc, le goulot d'étranglement va pouvoir m'étrangler cette chaîne de production en ayant une plus faible cadence que les autres centres de responsabilité. Nous allons voir ceci d'une manière beaucoup plus détaillée dans le schéma suivant. Alors ici, nous avons 4 ateliers. L'atelier découpe, l'atelier perçage, l'atelier laquage et l'atelier séchage. Les 4 ateliers ont une capacité de production de 300 pièces par heure, sauf l'atelier laquage qui a une capacité de production de 220 pièces par heure. Vous l'aurez compris, dans la chaîne de production, nous avons un atelier qui va faire blocage. Alors justement, cet atelier-là, c'est l'atelier laquage qui traite 220 pièces par heure. Il s'agit de notre goulot d'étranglement puisqu'il a de 80 pièces de retard par rapport aux autres ateliers. Donc il s'agira de l'atelier qui va avoir la plus faible cadence en flux de production. Pour ce qui est du programme, justement pour évaluer le programme ou pour obtenir et déterminer le programme optimal de production, pour ce qui est de la méthode empirique, on procède de la manière suivante. La première des choses à faire, c'est de pouvoir déterminer le facteur rare. Donc, ce dont je viens de vous parler, c'est le moyen dont l'entreprise dispose d'une quantité très limitée. Et comment je vais pouvoir l'établir? On va voir ça d'une manière beaucoup plus pragmatique dans l'exercice. La deuxième des choses à faire, c'est de pouvoir déterminer la marge sur coût variable unitaire de chaque produit. Nous avons vu dans une précédente séquence la marge sur coût variable de chaque produit et qui est égale à la proportion du chiffre d'affaires non consommé par les charges variables et qui va venir couvrir justement les charges fixes. Et d'une manière plus pragmatique, pour obtenir la marge sur coût variable unitaire, c'est le prix de vente dont on retranche les charges variables. Alors, la troisième des choses, la troisième étape pour ce qui est de la méthode empirique, c'est de pouvoir déterminer pour chaque produit la marge sur coût variable dégagée par unité de facteur rare. Alors, les unités de facteur rare, ça peut être les heures machines, les heures de main-d'œuvre directe ou encore une matière première qui peut être une denrée rare pour l'entreprise. Alors, comment je vais pouvoir justement dégager cette marge sur coût variable par unité de facteur rare? C'est tout simplement en divisant cette marge sur coût variable sur justement l'unité de cette facteur rare. Par exemple, si j'ai par exemple 5 heures de machine pour un produit donné, je vais pouvoir diviser sa marge sur coût variable par ces 5 heures. La quatrième des choses à faire, c'est de pouvoir fabriquer les produits par ordre décroissant des marges sur coût variable. Je m'explique. Là, la quatrième étape, il va falloir faire une priorisation des différents produits en fonction de la marge sur coût variable. C'est-à-dire que je vais commencer par le produit dont la marge sur coût variable est la plus élevée et ainsi de suite jusqu'à ce que je puisse aboutir au produit qui a la marge sur coût variable la moins élevée. Nous allons voir ceci d'une manière plus développée dans l'exercice qui va suivre. Donc, nous avons ici un exercice qui traite de la méthode empirique, un exemple d'application,
qui dit l'entreprise Chakram assemble 5 produits P1, P2, P3, P4 et P5 dans un atelier qui exerce 2 activités. Donc nous avons un atelier qui exerce 2 activités, l'activité assemblage et l'activité conditionnement des produits assemblés. Pour ce qui est de l'activité assemblage, c'est une activité automatisée dont l'unité d'œuvre est leur machine. L'activité conditionnement, c'est une activité qui est essentiellement manuelle et son unité d'œuvre, c'est l'heure de main-d'œuvre directe. Alors, cet exercice nous dit que la capacité maximale de l'atelier assemblage est de 16 848 heures machine, tandis que la capacité maximale de l'atelier conditionnement est de 15 950 heures machine. Le travail qui nous est demandé, c'est de pouvoir utiliser la méthode empirique pour déterminer justement le programme de production optimal. Alors, nous avons d'autres données. Nous avons la gamme opératoire de ces 2 ateliers par rapport aux 5 produits qui est la suivante. Nous avons les 5 produits que l'entreprise réalise avec les différentes fractions d'heures machine propres à chaque produit. Donc pour le produit 1, c'est 0,2, produit 2, 0,05, etc. Le programme de vente des 5 produits est le suivant. Donc c'est-à-dire les quantités que l'entreprise prévoit de vendre dans le futur. Donc, il s'agit de 25 000 pour le produit P1, etc. jusqu'au produit P5. Et une autre donnée, c'est la marge sur coût variable unitaire pour chacun des produits, qui est la suivante. Donc, 146 pour le produit P1, etc. jusqu'au produit P5. Donc, je rappelle ce qui était demandé. Alors, il est demandé en utilisant justement la méthode empirique, la méthode que je viens de citer, les différentes étapes, il faudrait déterminer le programme de production optimal. Comment nous allons procéder justement pour solutionner cet exercice? Alors, la première des choses à faire, comme je l'ai dit préalablement, c'est de pouvoir déterminer le facteur rare. Et ce facteur rare, je le détermine de la manière suivante. Pour le premier atelier, l'atelier assemblage automatisé, je vais multiplier l'ensemble des heures machines inhérentes à l'ensemble des produits par la quantité que l'entreprise prévoit de vendre. Donc c'est 0,2 fois 25 000 pour le produit P1, plus 0,05 pour le produit fois 15 000 pour le produit P2 et ainsi de suite. Alors j'obtiens pour l'atelier assemblage automatisé 17 750 heures machine, qui est vraisemblablement supérieur à la capacité maximale de l'atelier assemblage automatisé, qui est de 16 848 heures. Alors, il apparaît que l'activité conditionnement, si jamais on effectue justement ce qu'on vient de voir, on multiplie les différentes heures machine fois les quantités à vendre, on obtient 15 850. Alors, il apparaît justement ici que la capacité de vente ou bien la capacité de l'atelier conditionnement conformément aux quantités de vente, c'est de 15 850, qui est inférieure à sa capacité maximale, qui est de 15 950. Alors, selon les 2 ateliers, vous l'aurez compris, il s'agit de déterminer la ressource qui est rare, et c'est justement l'heure machine de l'atelier assemblage automatisé. Pourquoi? Parce que justement, l'atelier assemblage automatisé, sa capacité maximale est inférieure à la capacité que l'entreprise désire produire pour ce qui est de l'atelier assemblage automatisé. Eh bien, les heures machines sont le facteur rare et l'atelier assemblage automatisé est le goulot d'étranglement, étant donné que c'est l'atelier qui va pouvoir englober ce facteur rare. La deuxième des choses à faire pour ce qui est de la méthode empirique, c'est justement de pouvoir déterminer la marge sur coût variable par unité de facteur rare, qui est ici l'heure machine. Donc nous avons dit que notre facteur rare ici, c'est l'heure machine, étant donné que la capacité maximale de l'atelier assemblage est inférieure à la capacité productive conformément aux prévisions de vente. Donc ici, on va pouvoir déterminer sa marge sur coût variable. Comment je vais faire? Comme je l'ai dit préalablement, il s'agit de diviser la marge sur coût variable unitaire de chaque produit par l'heure machine inhérente à chaque produit dans l'atelier assemblage. Alors pour ce qui est du produit P1, c'est 146 dirhams
par 0,2, l'heure machine de traitement du produit P1. Même chose, produit P2, 86,5 sur 0,5, ce qui nous donne 1730, et ainsi de suite pour les autres produits. Alors, je ne vais pas me stopper ou m'arrêter au calcul de la marge surcouvariable par unité de facteur rare, mais je vais pouvoir prioriser mes produits en fonction de la valeur de la marge surcouvariable par unité de facteur rare. Et comment je vais pouvoir procéder pour faire ça? Tout simplement, je prends le produit dont la marge surcouvariable est la plus élevée. Alors ici, il s'agit en l'occurrence du produit P5 avec une marge surcouvariable par heure machine qui est de 2355. Ensuite, nous avons le produit P2, 1730. Ensuite, par priorisation, je descends en crescendo. Produit P1, 730 dirhams. Ensuite, produit P3, 678 dirhams, jusqu'à ce que je puisse aboutir au produit dont la marge surcouvariable est la plus inférieure. Et c'est ici, justement, en l'occurrence, le produit P4 avec 633,75 dirhams. Alors, nous poursuivons la solution de cet exercice avec la troisième étape, qui est celle de la marge surcovariable maximale. Alors, la capacité maximale, pardon. Alors ici, justement, la capacité maximale de l'atelier assemblage, c'est de 16 848 heures machine. Alors, comment je fais pour pouvoir déterminer le programme de production optimal? La première colonne va pouvoir déterminer les différents produits en priorisation, c'est-à-dire que je vais commencer par le produit dont la marge surcovariable est la plus élevée, c'est le produit P5. La deuxième colonne va concerner les quantités à produire, c'est-à-dire les quantités que l'entreprise souhaite produire pour pouvoir la confronter avec son programme de vente. Donc ici, j'ai 10 000 pour le produit P5, 15 000 pour le produit P2, etc. Ensuite, nous avons les heures machines consommées. Alors pour les heures machines consommées, je multiplie la quantité à produire fois l'heure machine inhérente à chaque produit. Ici, c'est 0,1 pour le produit P5, 0,05 pour le produit P2, etc. Ensuite, la quatrième colonne, il s'agit des heures machines cumulées. Donc, pour le premier produit, le produit dont la marge surcovariable est la plus élevée, c'est P5. J'ai 1000 heures machines cumulées que je vais pouvoir ajouter, à laquelle je vais pouvoir ajouter 750. Donc, les heures machines consommées du produit P2, ça nous donne 1750. Donc, je fais ce qu'on appelle le cumul. Ensuite, 1750 plus 5000, ça nous donne 6750, auquel je vais pouvoir ajouter les heures machines consommées de l'atelier P3, qui sont de 12 000 fois 0,25, ce qui nous donne 3000. Et ça nous donne le cumul de 9750. Mais attention, il faudrait toujours que je garde omniprésent à l'esprit ma capacité maximale de l'atelier et qui est de 16 848 dirhams. Heure machine, pardon. Alors justement, ici, si jamais j'avais pris les quantités du produit P4, les quantités que l'entreprise désire vendre, j'aurais excédé l'heure machine cumulée de l'atelier assemblage automatisé. Mais comment je vais pouvoir justement déterminer la quantité à produire du produit P4? Eh bien, je fais le schéma inverse. Je vais y aller par rétrospective, c'est-à-dire que je vais pouvoir ici poser ma capacité maximale de l'atelier assemblage qui est ici de 16 848 et je vais faire le schéma en arrière. Je retranche l'heure machine cumulée du produit précédent qui est P3 et qui est de 9750. J'obtiens 7098 heures machine consommées. Et comment je vais pouvoir justement savoir combien du produit P4 je vais pouvoir produire? Eh bien, simplement, je vais faire le schéma inverse en divisant les 7098 par 0,4 qui est l'heure machine inhérente au traitement du produit P4. Et j'obtiens 17 745 unités de P4 que l'entreprise doit produire si jamais elle veut justement déterminer son programme de production optimal. Et non pas 20 000 dirhams, 20 000 quantités, telles que c'est énoncé dans l'exercice d'application.
Et bien sur ce, nous avons fini la solution de la méthode empirique. Nous allons passer très vite au budget d'approvisionnement. Alors le budget d'approvisionnement, il s'agit d'un budget qui va pouvoir traiter de l'ensemble des quantités achetées, de la matière première, des heures de machine, de main-d'œuvre, etc. Alors, pour ce qui est du budget d'approvisionnement, il va porter sur deux services. Le service achat et le service magasin. Le service magasin va concerner tout ce qui se rapporte à la politique d'approvisionnement, et le service achat, les délais de livraison, la passation des commandes, etc. Donc, pour ce qui est du budget d'approvisionnement, il se fait en deux étapes. La première, la gestion budgétaire d'approvisionnement, il se fait en deux étapes. La première étape, c'est de pouvoir déterminer la politique d'approvisionnement. Et c'est ce qu'on va voir, c'est l'étape à travers laquelle nous allons nous focaliser dans ce qui va suivre. Et nous avons la deuxième étape, c'est de pouvoir mettre en œuvre ou mettre en forme le budget d'approvisionnement. Ce qu'on appelle la valorisation du budget d'approvisionnement. Alors nous allons nous focaliser sur la première étape, qui est celle du modèle de Wilson. Alors le modèle de Wilson, il a pour objectif justement de déterminer une gestion optimale des stocks. En effet, il faudrait connaître un certain nombre de paramètres, tels que par exemple les délais de livraison et les niveaux de sécurité, pour limiter le risque de rupture des stocks, mais également la cadence optimale d'approvisionnement, c'est-à-dire le nombre de commandes N ou encore la quantité économique qu'on note culant, de manière à ce que la gestion de stock se fasse à moindre coût. Alors, comment je vais pouvoir justement déterminer mon modèle de Wilson? J'ai trois formules ici, comme vous pouvez le voir dans votre écran. La première, notée culant, c'est la quantité économique optimale à commander et qui est égale à la racine carrée de 2 fois C fois F. Alors C, c'est la consommation annuelle, F, c'est justement le coût de passation d'une commande, et P, c'est le prix d'achat unitaire, T, le taux de possession de la valeur du stock moyen. Stock moyen, c'est le stock initial plus le stock final divisé par 2. N qui est noté ici, le nombre de commandes optimales et qui est égal à la consommation annuelle divisé par la quantité économique. K, qui est noté ici, le coût de gestion du stock et qui est égal à la racine carrée de 2 fois C fois P fois T fois F. Donc, C, la consommation annuelle, P, le prix d'achat unitaire, et F, le coût de passation d'une commande. Bien, alors nous allons pouvoir justement appliquer ces différentes méthodes dans l'exercice qui va suivre. Alors j'ai pour l'année N un exercice d'application. Pour l'année N, la consommation prévisionnelle mensuelle de la matière N dans l'entreprise X est établie comme suit. Nous avons des mois et nous avons des quantités inhérentes à chaque mois, des quantités de la consommation prévisionnelle. Alors il nous dit, sachant que le prix d'achat unitaire de M est de 12 dirhams, le stock initial de M de 200 unités, le coût de passation d'une commande est de 100 dirhams et le taux de possession du stock représente 10% du stock moyen. Déterminer la cadence optimale des approvisionnements. Alors il faut noter que le modèle de Wilson repose sur un certain nombre d'hypothèses restrictives qui limitent justement sa portée pratique, comme par exemple la vente aux consommations régulières, ou encore la docilité du fournisseur, ou l'unicité du tarif du fournisseur. Pour déterminer la cadence optimale d'approvisionnement, il va falloir que je commence par calculer la quantité économique. Alors comment je vais pouvoir calculer cette quantité économique? C'est très simple. Alors je commence par la quantité économique. Quantité économique. Alors la quantité économique, sa formule est la suivante. Q est égal à la racine carrée de 2 fois C, la consommation annuelle, fois F, le coût de passation d'une commande, divisé par P, le prix unitaire d'achat, fois le taux de possession du stock moyen. Très bien. Nous avons toutes ces données dans l'exercice. Culant est égal la racine carrée de 2 fois la consommation. Alors pour ce qui est de la consommation, il va falloir qu'on la détermine. C, on va noter la consommation. C est égal les différentes consommations de nos mois, 400 plus 600 plus etc. jusqu'à 500, le dernier mois qui est du mois de décembre. Donc nous aboutissons à une consommation qui est égale de 6000 unités. Très bien.
Alors notre F, notre coût de passation d'une commande est de 110 dirhams selon l'exercice. 110 dirhams. Le P, c'est-à-dire le prix unitaire d'achat qui est de 12 dirhams dans l'exercice. Alors le T, qui est le taux de possession du stock moyen dans l'exercice, il est égal à 10%, ce qui nous fait 0,1. Nous allons pouvoir reporter ces données-là dans la formule suivante. Alors 2 fois C, c'est notre consommation qui est égale à 6000 unités, donc 2 fois 6000, fois 100 qui est notre coût de passation d'une commande, donc fois 100, divisé par P, le prix unitaire d'achat qui est de 12 dirhams, fois le taux de possession du stock moyen qui est de 0,1. La quantité économique qui est égale après application numérique à 1000 unités. 1000 unités. Donc là, j'ai mon quantité économique. Il va falloir que j'établisse la cadence optimale d'approvisionnement. Justement, comment je vais pouvoir établir cette cadence optimale? Alors, quand je dis cadence optimale d'approvisionnement, c'est-à-dire le nombre de commandes. Le nombre de commandes ici est égal à la consommation annuelle divisé par la quantité économique que je viens d'établir. Donc, N est égal à la consommation annuelle qui est, comme on vient de la calculer, de 6000 unités. 6000 unités divisé par la quantité économique que nous venons de calculer et qui est de 1000 unités. Donc, ça me donne N est égal 6 commandes par an. La cadence optimale d'approvisionnement est de 6 commandes par an, c'est-à-dire une commande tous les 2 mois. Sur ce, nous avons fini de solutionner l'exercice inhérent au modèle de Wilson, tout aussi donc le budget d'approvisionnement et le budget de production. Et nous allons nous donner rendez-vous pour une séquence prochaine pour traiter de ce qu'on appelle du contrôle budgétaire. Je vous souhaite une bonne continuation et à très bientôt.